Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé si vous aviez des questions au sujet de la thèse. Vous m'avez donc envoyé tout ça et je vais y répondre dans cette vidéo. J'ai réparti vos questions en deux catégories. La première concerne la décision de commencer un doctorat, donc autant sur le côté administratif que sur les motivations et sur ce qui m'a poussée à aller vers le doctorat. Et la seconde catégorie concerne plutôt l'organisation, la motivation au quotidien une fois qu'on est en thèse. Vous pouvez retrouver les chapitres correspondant à ces deux catégories dans la barre de temps sous cette vidéo. C'est donc parti pour la première catégorie, à savoir s'inscrire en doctorat, pourquoi et comment. Alors tout d'abord on m'a demandé pourquoi faire un doctorat. Les raisons sont propres à chacun et chacune, mais quand on fait un doctorat, du moins en sciences sociales, c'est souvent parce qu'on veut continuer dans une carrière universitaire ou du moins à court terme, on veut faire de la recherche. Il y a des jeunes docteurs qui ne poursuivent pas leur carrière dans le milieu universitaire à la suite de leur soutenance. Le doctorat, c'est donc un diplôme qu'on obtient une fois qu'on a soutenu sa thèse de doctorat. C'est en moyenne 4-5 ans en sciences sociales, le temps de réaliser une thèse. Donc voilà, on fait pas ça juste pour le diplôme. C'est pas le genre de diplôme qu'on fait juste pour avoir un diplôme. Je vous le dis d'entrée de jeu, ça implique beaucoup trop d'investissement, de difficultés potentielles et d'instabilité tout simplement pour que ce soit juste pour avoir un titre en plus au niveau universitaire. Alors après à titre personnel, pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer en doctorat? Eh bien c'est parce que j'adore la recherche. Tout simplement. J'adore la recherche, j'aime beaucoup aussi enseigner, même si pour le moment j'enseigne pas à la fac. C'est quelque chose que j'aime faire, que j'ai découvert en master grâce aux mémoires de recherche. Et en fait, j'ai trouvé l'équilibre entre l'écriture académique, entre la recherche de terrain, entre aussi le fait d'aller creuser sur un sujet très précis jusqu'au fond du sujet, de rencontrer des universitaires, rencontrer les gens avec qui on travaille, les enquêter. Voilà, tout ça, puis tout ça dans un environnement intellectuel hyper stimulant. Moi, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, m'attirait beaucoup. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans ce chemin, c'est pour pouvoir faire de la recherche au quotidien et espérer évoluer dans le milieu universitaire. Ensuite, la seconde question qu'on m'a posée, c'est est-ce que tu as d'abord pensé à faire une thèse ou est-ce que tu as vu le sujet et tu l'as transformé en thèse? Alors dans mon cas, j'avais déjà un sujet ou du moins une thématique et je l'ai travaillé pour en faire un projet de thèse. C'est pas possible en fait de commencer une thèse sans avoir de sujet. Après, la manière dont le sujet est formulé ou la manière dont on traite le sujet va évoluer au fur et à mesure du doctorat. Mais pour s'inscrire en thèse, eh bien, il faut présenter un projet de thèse. Donc on est obligé d'avoir un sujet. Dans mon cas, je dirais que c'est à la fois l'exercice du mémoire de master qui m'a fait un déclic et en plus la passion pour mon sujet qui m'a entraînée vers le choix du doctorat. Ensuite, comment choisir un bon sujet? Alors, c'est pas une question facile, mais comme conseil, ce que je vous dirais, c'est d'abord d'aller vers une thématique qui vous tient à cœur, qui vous intéresse vraiment, qui vous passionne, sur laquelle vous pouvez lire et écrire pendant des heures et des heures sans que ça vous saoule, parce que le doctorat, c'est un parcours de longue haleine, et donc si on n'est pas intéressé par son sujet, ça peut être, j'imagine, un peu compliqué. Après, ça dépend évidemment de vos disciplines, etc. Mais c'est vrai qu'en sciences sociales, moi je conseillerais d'aller vers un sujet qui nous touche parce qu'on y voit quelque chose de différent, d'inédit et qu'on aimerait comprendre plus en détail. Voilà, une thématique, un problème de société dont on aimerait mieux comprendre les mécanismes. Voilà, je pense que c'est ça le plus important, sachant que ce qui est selon moi la meilleure manière de trouver un sujet, c'est aussi de le faire émerger du terrain, partir d'une réalité matérielle, quelque chose qu'on a vu, qu'on a observé sur le terrain, plutôt que quelque chose qu'on a lu quelque part et qu'on imagine que ça se passe comme ça. Voilà, je pense que ça évite d'avoir trop de biais et de projeter l'importance de certaines choses qui finalement ne le sont pas tant que ça dans la réalité. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, s'il y a un sujet qui vous intéresse, allez rencontrer les personnes qui font vivre ce problème social, parlez avec eux et elles,
Et puis à partir de là, vous allez pouvoir construire un sujet. Et puis surtout, pour trouver un bon sujet de thèse, je dirais qu'il faut étudier la faisabilité de la recherche par rapport à vos compétences, tout simplement. Par exemple, les compétences linguistiques, les capacités d'accès au terrain. Il y a des terrains qui ne sont pas accessibles tout court parce que ce sont des zones dangereuses, des zones de conflit, etc. Il y a des terrains qui ne sont pas accessibles parce que, je sais pas, vous êtes un homme ou vous êtes une femme, il y a des endroits où on ne peut pas aller. Ou par exemple, si vous voulez travailler dans les hautes sphères de la diplomatie, si vous n'avez pas du tout de contact ou de possibilité d'accès, ça peut rendre votre enquête compliquée, ou de même si c'est dans un autre pays, dans des sphères très particulières. Voilà, il faut se poser la question de la faisabilité, parce que, alors même si rien n'est impossible, le fait que votre recherche ne soit pas faisable, déjà ça va pas la rendre possible pour vous de la réaliser, et surtout vous allez avoir du mal à obtenir des financements, etc. parce que on voit bien qu'il y a un problème dans la possibilité de passer à l'action et de réaliser votre recherche. Ensuite, on m'a demandé, faut-il nécessairement avoir plus de 17 sur 20 à son master de recherche pour espérer faire une thèse? Alors, c'est un peu plus compliqué que cela. C'est pas une question d'avoir 17 sur 20 à son master, mais en effet, il y a des critères de sélection fondés sur le master. Je vais parler de la plupart des facs, évidemment, il y a des exceptions, et puis dans d'autres pays, etc. Moi, je vais parler de la France et de la plupart des facs en sciences sociales. Voilà. Donc le premier critère, c'est d'avoir fini, et donc d'être titulaire d'un master de recherche. Donc c'est hyper important d'avoir la mention master de recherche parce que c'est nécessaire, c'est requis pour la plupart des écoles doctorales dans lesquelles on va s'inscrire. Donc voilà, être titulaire d'un master de recherche, même s'il y a des exceptions. Et il me semble que la plupart des écoles doctorales demandent que ce master ait été obtenu avec la mention très bien, donc ce qui correspond à une moyenne de 16 sur 20 minimum. Donc il y a d'un côté la mention très bien au master, donc sur les 2 années de master, et de l'autre côté, il y a aussi l'obtention d'une note, il me semble, supérieure à 16 sur 20 au mémoire de recherche, parce que tout simplement le doctorat, souvent c'est le prolongement du mémoire de recherche, c'est aussi une recherche qui va être beaucoup plus longue et plus complexe à mener, donc ils estiment que si vous n'avez pas eu plus de 16 sur 20 au mémoire de recherche, vous n'êtes pas forcément prêt à poursuivre en doctorat. L'admission en doctorat est encadrée par les critères de sélection, et en plus après il faut présenter un projet de thèse et obtenir l'autorisation d'inscription dans une école doctorale. Mais là je vous invite vraiment à vous rapprocher de vos universités parce que ça peut changer. Ensuite, on m'a posé la question épineuse, quels sont les moyens de financement pour une thèse? Alors, je dirais qu'il y a 3 manières principales de financer une thèse en sciences sociales en France. La première, ça va être l'obtention d'un contrat doctoral. Un contrat doctoral, c'est un contrat de travail qui correspond à un CDD de 3 ans qui est signé entre l'école doctorale d'une université et le doctorant, et pour lequel il touche un salaire qui tombe tous les mois, et il fait sa thèse dans ces 3 années. Le problème étant qu'en sciences sociales, les thèses durent en moyenne 5 ans, donc souvent à la fin d'un contrat doctoral de 3 ans, il y a encore besoin d'1 année, voire de 2 années pour finir la thèse. Donc les doctorants qui bénéficient d'un contrat souvent complètent ce doctorat avec des missions, ce qu'on appelle d'ATER. ATER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche, c'est-à-dire qu'on est dans un poste d'enseignement dans une université, à temps partiel ou à temps complet, qui va constituer un revenu dans les 2 dernières années de la thèse. Le contrat doctoral, c'est la voie royale du financement de thèse, même si on s'accorde bien sur le fait que ce salaire n'est pas énorme. Mais pourquoi c'est la voie royale? Parce que tout simplement c'est la voie la plus stable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, à l'heure actuelle, il y a à peu près 20% des thèses en sciences sociales qui sont financées via le contrat doctoral, alors qu'en sciences dites dures, c'est un système qui est beaucoup plus répandu. C'est lié à la dégradation des conditions de travail à l'université et aux conditions de financement des thèses. Donc voilà. Ensuite, le deuxième moyen de financer une thèse de doctorat, c'est ce qu'on appelle la thèse en CIFRE. Donc faire une thèse en CIFRE, c'est-à-dire qu'on fait une thèse qui est financée par une institution, une organisation ou une entreprise. Donc c'est un contrat de travail, là encore, qui va être signé entre l'université, le doctorant ou la doctorante et l'organisme d'accueil. Donc là, c'est une thèse qui va être financée par une entreprise dans l'optique d'obtenir des résultats de recherche qui vont être intéressants pour leur développement. Après, ça peut être aussi des ONG, des grandes organisations internationales, des institutions. Par exemple, je sais que la ville de Paris finance des thèses en CIFRE tous les ans. Il y a plein de possibilités sur les thèses en CIFRE, et même si c'est pas toujours le cas, ça implique souvent qu'on fasse un travail de terrain dans la structure d'accueil.
C'est un système qui est très intéressant puisque voilà, il y a des organisations, des institutions, des entreprises qui ont besoin de ces résultats de la recherche. Après, ça pose aussi des questions sur l'éthique de la recherche, notamment en termes d'objectivité, puisqu'il peut y avoir des conflits d'intérêts, des choses qui ne font pas plaisir à entendre pour certains organismes. Et ça pose également pas mal de soucis en termes de répartition du temps de travail, etc. Parce que dans certaines structures, il est attendu que le ou la doctorante vraiment prennent part à la vie de l'organisme d'accueil, de la structure d'accueil, et donc les frontières sont assez floues entre le travail qu'on fournit pour la structure et le travail de recherche que l'on mène grâce à la structure. Et la troisième méthode pour financer sa thèse, qui est malheureusement en sciences sociales aujourd'hui la méthode la plus généralisée, c'est ce qu'on appelle les thèses hors contrat. Si vous ne le savez pas, je fais partie de cette troisième catégorie, qui est la catégorie donc majoritaire des doctorants en France. Je suis donc en thèse hors contrat et je finance ma thèse via des bourses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système de bourse? C'est-à-dire qu'on a autorisation de s'inscrire en doctorat dans une école doctorale. On paye d'ailleurs des frais d'inscription, je tiens à le préciser, des frais de scolarité. Et derrière, eh bien, il ne se passe rien en termes de financement. C'est-à-dire que c'est à nous, doctorantes et doctorants, de répondre à des appels à candidature pour des financements de diverses natures. Il y a beaucoup d'instituts de recherche, d'universités, de programmes de recherche qui proposent des bourses, notamment des bourses de mobilité pour aller sur des terrains à l'étranger, etc. Mais souvent, ce sont quand même des bourses assez courtes. Par exemple, dans mon cas, j'ai obtenu une bourse de 5 mois qui a été renouvelée une fois. J'ai obtenu également une bourse de 6 mois. Mais rien qu'entre ces deux bourses, il y avait déjà des différences. Par exemple, il y en a une où je touchais de l'argent tous les mois sur la durée de ma bourse. Et puis, il y a aussi une bourse où j'ai touché une avance de 75% du montant total de la bourse. Puis, à la fin de la mission, après rapport financier, etc., on est censé verser les 25% restants. Et il y a aussi les bourses où on obtient un montant qui nous est remboursé qu'une fois la mission terminée. Donc ça implique d'avancer les frais, ce qui n'est pas simple quand on n'a pas d'autres activités rémunérées. Après, il y a des bourses qui sont beaucoup plus longues, des bourses d'1 an, voire de 3 ans. Mais voilà, vous le voyez, c'est quand même un système qui est assez bancal, instable et inconfortable pour les doctorants et doctorantes. Parce que tout simplement ça implique que déjà on soit au courant de quel type de bourse existe. Donc ça demande un travail de veille sur les appels à financement qui est considérable et qui est assez épuisant à mener concrètement. Ça implique aussi de monter des dossiers qui sont à chaque fois quand même assez lourds pour de très nombreuses structures, d'encaisser des refus, d'être dans l'incertitude concernant l'avenir économique. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, je me trouve dans cette situation assez inconfortable où dans un mois, eh bien, je n'ai plus d'argent qui va tomber sur mon compte en banque, tout simplement. Donc voilà, après ça nous incite à travailler à côté, donc à donner des cours, à prendre des postes à temps partiel. Il y a même des doctorants et doctorantes qui à un moment se retrouvent dans la situation où ils prennent un poste à temps complet. Donc voilà, c'est des situations qui sont vite ingérables, mais c'est la voie qu'emprunte une grande partie, je pense même la majorité des doctorants en sciences sociales aujourd'hui, du fait de la dégradation des conditions de travail et de formation à l'université. Donc voilà, quand on se lance en thèse, c'est vrai que ce qu'on espère toutes et tous, je pense, c'est obtenir un contrat doctoral. Mais il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, c'est seulement une minorité des doctorants et doctorantes qui obtiennent ce contrat et que l'obtention même du dit contrat malheureusement se fait dans des conditions qui ne sont pas toujours très justes, puisque quand on demande à des doctorants comment ils ont obtenu leur contrat doctoral, il y en a pour qui ça a été des concours presque avec un dossier, puis des oraux et un deuxième oral même parfois. Pour d'autres, ça a été juste le directeur de thèse ou la directrice de thèse qui disait « Ah tiens, viens signer ton contrat ». Enfin voilà, il y a un espèce de flou entretenu autour de la manière d'obtenir ces contrats doctoraux, qui en plus se juxtapose avec des intérêts qui sont au-dessus de nous en tant que doctorants et doctorantes, c'est-à-dire des conflits entre labos, entre direction de thèse, des gens qui s'aiment bien, qui s'aiment pas, qui veulent se rendre l'appareil. Enfin bref, ça peut vite nous dépasser
et malheureusement ça n'a plus tant que ça à voir avec la qualité des projets de thèse. Donc vous l'aurez compris, les doctorants ne roulent pas sur l'or, loin de là. C'est une voie assez précaire, même pour ceux qui sont en contrat doctoral d'ailleurs. C'est triste à dire, mais quand on se lance en doctorat, on sait à quoi s'attendre, on sait qu'on fait pas ça pour s'enrichir, clairement, et on sait qu'on va traverser des périodes assez compliquées. Donc voilà, si vous voulez vous lancer en doctorat, franchement, tentez les contrats doctoraux, c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner, tentez dans plusieurs écoles doctorales, etc. Et puis, si vous vous sentez les épaules, en fait, pour vous lancer dans cette voie-là et vivre avec toute cette instabilité, cette insécurité qui est générée par les évolutions dans nos revenus et voilà, cette forme d'incertitude permanente qui plane sur nous. Voilà, c'est triste à dire, mais ça fait partie du jeu aujourd'hui. J'envoie toutes mes bonnes ondes à mes collègues doctorants et doctorantes qui ne sont pas financés, qui sont hors contrat parce que on traverse plus ou moins toutes et tous les mêmes choses et je sais combien c'est compliqué. Donc bref, tout ça pour vous dire que je pense que c'est vraiment super important d'avoir conscience de ce que c'est que de vivre en doctorat avec ce type de financement avant de vous lancer, parce que sinon ça peut vraiment être une expérience très compliquée si vous n'êtes pas au courant de ce à quoi vous vous exposez tout simplement. Alors, maintenant qu'on a mis cela au clair, on va pouvoir passer à autre chose. Donc la prochaine question, c'est que peut apporter une thèse personnellement et professionnellement? De manière assez basique, la thèse de doctorat nous permet d'accéder au grade de docteur des universités. Le doctorat étant un diplôme qui est valorisé dans certaines sphères professionnelles, mais qui permet surtout de s'inscrire ensuite au concours, parce qu'il y a aussi des concours après la thèse, pour accéder au poste de maître ou maîtresse de conférences, puis de professeur des universités, etc., etc. Donc en fait, c'est ce qui nous permet d'évoluer dans le milieu universitaire. Après, ce que ça m'apporte, c'est un épanouissement intellectuel, tout simplement parce que on évolue dans le milieu universitaire avec des chercheurs de très haut niveau. On évolue auprès d'étudiants et d'étudiantes qu'on conseille, qu'on accompagne. C'est très épanouissant forcément d'évoluer dans ces sphères-là. Et ce qui est épanouissant aussi, c'est d'avoir une multitude d'activités, puisqu'on va à la fois évoluer dans le milieu universitaire, communiquer dans le milieu universitaire, donc présenter nos recherches, mais également faire du terrain, donc être dans des sphères totalement différentes du monde universitaire. Voilà, il y a plein d'aspects pour lesquels c'est vraiment super enrichissant, à la fois personnellement et professionnellement. Et je dirais que le point le plus important, c'est tout simplement ce sentiment d'avoir une activité professionnelle qui apporte à ce monde, qui a un sens en fait pour la société. En tout cas, moi c'est le choix de carrière que je fais parce que c'est là où je pense être à ma place et apporter quelque chose. D'ailleurs, à ce sujet, on m'a posé une autre question qui est: que peut apporter une thèse dans son domaine d'études? Alors la thèse de doctorat, tout simplement, elle contribue à documenter un fait social et à enrichir la littérature à ce sujet en confrontant des théories à du concret, quoi. Après, il faut savoir que la thèse de doctorat, c'est pas non plus l'œuvre d'une vie, ce sera pas la chose la plus lue. Par contre, quand on publie sa thèse, c'est-à-dire qu'on en fait un livre à l'issue de la soutenance, et bien c'est vrai que là, on atteint un lectorat un peu plus large. Donc voilà, c'est ce qu'on apporte avec la thèse, puis les publications qui découlent de la thèse, et bien c'est d'enrichir la science, de participer à la production des savoirs et des connaissances sur un sujet ou dans un champ théorique. Donc voilà, c'est ça qu'on apporte à sa discipline. Et la dernière question pour cette première catégorie, c'était: quelles sont tes motivations? Pourquoi faire une thèse malgré toute la violence que vivent les doctorants et les doctorantes? Alors mes motivations, donc je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé mine de rien, c'est le fait de vouloir évoluer dans le milieu universitaire, de vouloir contribuer à la production des savoirs, de documenter une réalité sociale, d'être utile à mon niveau dans la société. Donc les violences que vivent les doctorants et doctorantes. Je pense que c'est important qu'on en parle un petit peu. Je pense que la première violence dont j'ai parlé sans utiliser ce mot, c'est la violence économique. C'est d'imposer une précarité. Donc cette violence économique, elle exclut de fait de très nombreuses personnes du doctorat et elle pousse vers la sortie des doctorants qui sont pourtant très bons dans ce qu'ils font et qui ont déjà bien avancé dans leur recherche. À cette violence économique peuvent s'ajouter des violences qui sont en fait inhérentes à de très nombreux milieux professionnels, mais qui, c'est vrai, dans le milieu universitaire sont vraiment généralisées et dont on ne parle
pas. Il y a plusieurs facteurs qui font que ces violences existent et se maintiennent, notamment le fait qu'en tant que doctorant, doctorante, on peut très vite se retrouver isolé. Il y a de très nombreux cas, notamment de harcèlement, de violences sexistes et sexuelles dans le milieu universitaire, comme dans tous les milieux j'ai envie de dire, mais quand on croise les autres types de violences, donc le fait de se retrouver isolé d'une part, et en plus parfois la précarité ou le fait qu'on ne soit pas en train de travailler dans le cadre d'un contrat de travail, eh bien forcément ça rend ces violences d'autant plus fortes et surtout ça ne facilite pas les recours. Il y a un livre notamment qui a beaucoup fait parler de lui récemment. Donc c'est ce livre de Adèle Bécombe, Comment l'université broie les jeunes chercheurs. Précarité, harcèlement, loi du silence. Voilà, tout est dit dans ces 3 mots-clés. Si jamais vous vous trouvez actuellement dans l'une de ces situations, n'hésitez pas à consulter la barre d'informations, je vous mets des ressources pour avoir accès à des recours. Et donc pourquoi j'ai fait une thèse malgré ce contexte? Eh bien tout simplement parce que je reste quelqu'un de très enthousiaste par rapport à la recherche. Je trouve que la vie scientifique est extrêmement importante dans une société et j'ai la chance d'avoir une direction de thèse exemplaire. Je suis également bien entourée d'autres doctorants avec qui je travaille. Donc voilà, je ne rencontre pas ce genre de difficultés, je rencontre la violence économique, comme je vous en ai parlé. C'est un choix que j'ai aussi construit, je me suis pas lancée tête baissée en doctorat, j'avais conscience de ce vers quoi j'allais, ça n'empêche que c'est inadmissible pour autant. On va donc passer à la deuxième catégorie de questions et parler de sujets un petit peu plus légers, on va dire. Donc ce sont toutes les questions concernant la motivation au quotidien et mon organisation dans le travail. Alors pour commencer, on m'a demandé de décrire une journée type. Il n'y a pas de journée type en doctorat, tout simplement parce que on multiplie les casquettes, on va dire, en tant que doctorant, et donc les journées ne se ressemblent pas. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore le doctorat d'ailleurs. On va dire que j'identifie 3 types de journées. Le premier type de journée que je vais avoir, et qui est quand même le type de journée le plus fréquent, c'est la journée lecture-écriture. Donc c'est la journée typiquement que je vais passer à mon bureau à lire des articles universitaires, à écrire des réflexions théoriques ou des rapports de ce qui s'est passé sur le terrain. Et dans quelques mois ou années, ce sera aussi toute la partie où j'écris ma thèse. Ça va aussi être les journées où j'écris mes dossiers pour des demandes de financement, que j'écris des rapports pour des fins de bourse ou de financement. Vous l'aurez compris, ça occupe une grande partie de mon temps. Voilà, c'est tout simplement le fait d'être à sa table de travail devant son ordinateur, d'écrire, de lire, de répondre à des mails, voilà, tout ce genre de choses. Ensuite, la deuxième journée type, ça va être la journée terrain. Donc les journées terrain, elles sont vraiment propres à chacun. Dans mon cas, j'ai un terrain qui est donc dans des zones agricoles, donc des zones rurales. Donc ça implique que je me déplace et que je reste sur place plusieurs journées. À l'inverse du premier type de journée, c'est vraiment une journée où je vais être dehors, pas du tout sur mon ordinateur, à faire des interviews, à faire de l'observation participante dans des structures agricoles. Je vais également rencontrer des universitaires. Voilà, je vais être plongée en immersion sur mon terrain et avoir la casquette d'intervieweuse. Et enfin, la troisième journée type, ça va être la journée vie académique. C'est tout ce qui concerne les événements de la vie scientifique, par exemple des colloques, des conférences, des séminaires auxquels on assiste pour apprendre plus sur notre sujet, rencontrer des chercheurs qui travaillent sur des problématiques similaires. Et ça va être aussi le fait d'aller présenter nos recherches, ou du moins une partie de nos recherches, dans des événements scientifiques. Comment s'articulent ces 3 types de journées? Je pense que vraiment 80% de mon temps, c'est vraiment la journée lecture-écriture où je suis à mon bureau. Et ensuite, les 20% restants se divisent peut-être en 15% de terrain et 5% de vie universitaire. Voilà, je pense que grosso modo c'est ça. Et ce que j'adore, c'est d'avoir l'équilibre des 3 qui se crée parce que je m'épanouis beaucoup dans les 3 types d'activités. Ensuite, on me demande si j'ai un système d'organisation. Alors, je ne vais pas vous détailler toute mon organisation parce que je l'ai déjà faite tout simplement dans une vidéo à laquelle je vous renvoie. Je vous mets le lien en barre d'infos. On m'a demandé comment gères-tu tes données bibliographiques. Quand on est en thèse, il y a un sujet extrêmement important qui est la bibliographie et on est amené à lire de très nombreux articles. Donc si vous êtes en thèse ou même en mémoire, pour un mémoire de master, etc. et que vous n'utilisez pas de logiciel de bibliographie, vraiment faites-le, ça va tout simplement vous sauver. J'utilise Zotero, c'est l'un des logiciels de traitement de sources, de traitement de bibliographie qui existe. J'ai pas essayé les autres, j'ai été vers Zotero parce qu'on m'en avait parlé et voilà, ça me convient très bien. Je vous mettrai dans la barre d'infos, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui sont des tutoriels d'utilisation de Zotero. La prochaine question, c'est de savoir comment je fais pour gérer Sociologos à côté de ma thèse.
En fait, c'est assez intéressant parce que Sociologos, c'est vraiment partie intégrante de mon organisation dans la thèse. J'ai réalisé que ça s'était vraiment intégré à mon rythme de travail, dans le sens où évidemment, produire une vidéo YouTube me demande énormément de travail. Je passe des heures et des heures à faire Sociologos, ça m'apporte énormément, dans le sens où la thèse, c'est beaucoup de travail au quotidien, dont on ne voit pas le résultat tout de suite, puisque le produit fini de ma thèse, je le verrai dans 2 ans et demi, 3 ans, si tout va bien. Et du coup, là, de pouvoir me dire, je me saisis d'un sujet, je fais mes lectures, je prépare la vidéo, je la tourne, je la monte, je la publie, et bien finalement c'est quelque chose qui se fait dans le temps court. Voilà, si je me motive, en 1-2 semaines, je peux avoir produit une vidéo. Donc ce côté du produit fini, la satisfaction d'aller au bout d'une action et de voir le résultat rapidement, c'est tellement en décalage avec le temps très long de la recherche, de la publication scientifique et universitaire. C'est vraiment satisfaisant, et en plus d'avoir vos retours là-dessus, j'y trouve beaucoup de sens. Voilà, c'est quelque chose qui me motive. Et l'autre chose qui m'aide avec Sociologos, c'est que dans une journée type, admettons, je vais avoir un coup de barre dans ma journée à 16h. J'ai fait que lire toute la journée et puis là, j'en peux plus. Plutôt que d'aller me poser dans le canapé avec une série, eh bien, je vais me motiver pour bosser sur Sociologos, préparer des visuels pour Instagram, bosser sur le script d'une vidéo, faire du montage, etc., etc. Ça me permet de passer 2 heures à faire autre chose de ma thèse, mais quand même être en train de travailler, comme ça après, je peux m'y remettre. Ça m'aide à garder un côté productif, tout en stimulant aussi mon côté créatif, qui est important pour moi. Voilà, c'est pour ça que je gère Sociologos à côté, et c'est aussi parce que ça me fait du bien et ça m'aide dans mon organisation. Après, je me suis aussi fixé une règle avec Sociologos, c'est que je ne me forcerai pas à poster, que ce soit des posts Instagram, des stories ou des vidéos, si je sens que c'est pas le moment, que j'en ai pas envie, que j'ai pas le temps. Je me suis pas imposé un rythme de publication. Je sais que ça limite la dynamique que pourrait avoir ma chaîne. Toute mon activité sur Sociologos, je la fais de manière bénévole. C'est une activité secondaire par rapport à ma thèse et je souhaite que ça reste ainsi, du moins pour le moment. Ensuite, on m'a demandé quel est le meilleur moment du doctorat et pourquoi la fin. Moi j'apprécie vraiment le processus, j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Le moment que je préfère du doctorat, je dirais que c'est en ce moment, parce que quand j'ai commencé, j'avais quand même ce côté où j'étais un peu perdue dans ma bibliographie, dans ce que je voulais faire, dans ce que je voulais dire. Et en plus, j'avais pas trop d'accès au terrain du fait de la crise sanitaire. Je dirais qu'en ce moment, j'aime beaucoup mon doctorat parce que je commence à vraiment savoir là où je vais. J'ai une conscience plus précise de ce qu'est mon objet d'étude, de ce qui va me permettre de dire. Je commence à vraiment me sentir à l'aise dans mon sujet, me sentir sûre de ce que je dis. Je prends de l'assurance en fait tout simplement sur toutes les thématiques avec lesquelles je travaille. Voilà, c'est une phase qui est très agréable au niveau intellectuel parce que c'est très stimulant et en même temps on se rend compte du chemin parcouru depuis le début de la thèse. Mais c'est aussi une phase compliquée, je vous l'ai déjà dit, par rapport au financement, donc voilà. Jamais rien qui est parfait dans le doctorat, mais je pense que c'est pareil dans la vie de manière générale. En tout cas, mon moment préféré, c'est en ce moment. Il y a une autre question qui est assez proche qui m'a été posée, c'est ton moment préféré de ta thèse pour l'instant. Donc dans cette question, j'ai l'impression qu'on me demandait plutôt s'il y avait un événement, une journée, un passage de la thèse qui m'avait particulièrement plu. Franchement, c'est pas facile de choisir, mais je pense que le moment qui a été le plus précieux dans ma thèse jusqu'à présent, ce serait peut-être certaines journées sur le terrain, parce que quand ça se passe bien, c'est du contact humain qui est génial. Tout simplement, voilà. On part à la rencontre de nouvelles personnes et moi j'aime beaucoup ça. Et bien voilà, j'ai répondu à vos questions sur la thèse. J'espère que ce petit moment passé en ma compagnie vous aura plu. Je vous remercie encore une fois d'être présent sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime à cette vidéo, à la partager, à faire vivre Sociologos. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sociologos.